Cours de mathématiques algébriques, généralité sur les matrices. Donc, par définition, on note la matrice grand delta IJ d'une matrice M, un tableau n par n, comme une matrice de un tableau, mais ce coup-ci de dimension n-1 par n-1. Où en fait, on a recopié la matrice M, exactement, sauf qu'on a supprimé la colonne J et la ligne I. On a supprimé une ligne et une colonne. Donc, on appelle cette matrice la matrice delta IJ de M. On note maintenant petit delta I de J de M, et bien, le déterminant de cette matrice, grand delta IJ de M. Et puis on note maintenant la comatrice de la matrice M. Et bien la matrice, donc le tableau, tel que le coefficient de ce tableau est égal à moins 1 puissance I plus J delta de IJ de M, le symbole qu'on a défini juste précédemment, le déterminant de la sous-matrice de M. Et cette matrice-là est ce qu'on appelle la comatrice. Puis vient le fameux théorème de Cramer, qui dit que pour toute matrice M, eh bien M fois la transposée de la comatrice est toujours égale au commutant, la transposée de la comatrice fois M, et est égale, aux surprises, au déterminant de la matrice M, multiplié par la matrice identité de N. Alors ça, c'est très surprenant, ça marche toujours. C'est un calcul fondamental. On en déduit le théorème suivant, que M est inversible, si et seulement si le déterminant de la matrice M est non nul, et si et seulement si la matrice inverse de M est égale à 1 sur le déterminant de M fois la transposée de la comatrice. Donc en fait, on a une équation algébrique qui nous donne toujours l'inverse d'une matrice quand elle existe. Mais alors, ça a l'air joli comme ça, mais la calculer de cette façon-là, c'est très compliqué. Puis vient un lemme fondamental, qui est que le déterminant de MM' est égal au déterminant de M fois le déterminant de M'. Comme d'habitude, le déterminant d'un produit est égal au produit des déterminants. On en déduit immédiatement que le déterminant de M est toujours égal au déterminant de PM P-1, quelle que soit la matrice P inversible. Puis maintenant, on définit ce que l'on appelle la trace d'une matrice, qui est égale à la somme de ses éléments diagonaux. Donc, c'est un scalaire. On en déduit par un petit lemme que la trace est une forme linéaire de l'ensemble des matrices sur le corps. Puis, comme propriété fondamentale, on a que la trace de la transposée de la matrice est toujours égale à la trace de la matrice. Et aussi que la trace du produit commute, c'est-à-dire que la trace de MM' égale la trace de M'. On définit maintenant le groupe linéaire d'ordre n sur K. C'est l'ensemble des matrices inversibles de Mn de K. On vérifie aisément que c'est un groupe. Puis, on rappelle le symbole de Kronecker delta IJ, qui est égal seulement à deux valeurs, 1 ou 0. 1 si seulement si égale J, et 0 sinon. Et donc, on définit maintenant la matrice canonique grand E de IJ,
qui est, de façon simpliste, égale à la matrice où il n'y a que des zéros, sauf à la ligne I et à la colonne J, où il y a un seul 1. Ou dit d'une façon algébrique, plus calculatoire, la matrice EIJ est la matrice des éléments, le produit de deux symboles de Kronecker, delta IK, delta JL, quand les variables du tableau sont K et L. On en déduit une nouvelle définition, ce qu'on appelle une matrice de transvection, ce coup-ci pour I différent de J, et de rapport lambda. C'est en fait la matrice identité plus lambda fois EIJ. Puis on définit la matrice de dilatation d'indici et de rapport mu, qui est que c'est égal à la matrice identité plus mu moins 1 fois la matrice élémentaire EIJ. Et puis on définit ce qu'on appelle une matrice de permutation. Si on se donne une permutation bijective sigma de Sn, du groupe symétrique, eh ben on définit que P de sigma, c'est égal à la somme, pour K égale 1 à N, des matrices élémentaires E de sigma K, K. Donc c'est clairement une matrice de bijection. Puis on vient au lemme calculatoire algébrique fondamental. C'est qu'est-ce qui se passe quand on fait le produit de deux de ces matrices élémentaires. Eh bien, le produit de EIJ par EKL, avec 4 variables entières, IJKL, eh bien, c'était donc EIJ fois EKL est égal au symbole de Kronecker delta JK multiplié par la matrice IL, élémentaire IL. On en déduit de tout ça la proposition suivante, que le déterminant d'une transvection est toujours égal à 1, et que l'inverse d'une transvection IJ de rapport lambda est égal à la transvection de IJ de rapport moins lambda. Puis le déterminant d'une matrice de dilatation de rapport mu est évidemment égal à mu. Et l'inverse d'une matrice de dilatation d'indice et de rapport mu est égal à la matrice de dilatation de même indice I, mais ce coup-ci de rapport mu inverse, mu moins 1. L'inverse du réel. Puis on trouve que le déterminant d'une matrice de permutation, P sigma, est tout simplement égal à la signature de cette bijection sigma. Et naturellement, l'inverse d'une matrice P sigma est égal à la matrice P sigma moins 1. On en arrive au théorème algébrique fondamental de ce groupe GLN, qui dit qu'il est engendré par la triple famille des transvections, dilatations et permutations. On en vient à la définition du groupe spécial linéaire, que l'on note SL indice n de K, qui est l'ensemble des matrices de déterminants exactement égal à 1. Bon, on voit aisément que c'est un sous-groupe de GLN de K. Et on peut démontrer par un puissant théorème que les matrices SLN de K sont engendrées par les transvections. Maintenant, on passe à la nouvelle définition. On dit que deux matrices M et M' sont conjuguées. Si et seulement si, il existe une matrice P appartenant à GLN de K, telle que M égale PM' P-1.
On en déduit la proposition suivante, que bien entendu la conjugaison est une relation d'équivalence. Immédiatement après, on observe que toutes les transvections dans le groupe GLN de K sont conjuguées. Puis, on voit aussi que deux dilatations sont conjuguées, si et seulement si elles ont le même rapport mu. Puis, en se restreignant au sous-groupe des SLN de K, on voit encore que pour n supérieur ou égal à 3, ce coup-ci, les transvections sont conjuguées aussi dans SLN de K. Donc, on a un outil de décomposition naturelle, entre guillemets, une genre de base canonique de GLN de K en 3 familles de matrices. Puis maintenant, on va définir le morphisme d'évaluation en M. Alors, le morphisme prend un polynôme de R de X, de K de X, un polynôme invariable dans K, d'inconnu X, dans les matrices, où si on prend un polynôme P, qui est donc égal à une somme de lambda I fois X puissance I, on l'envoie par le morphisme d'évaluation dans la matrice que l'on note P de M, qui est égale à la somme des lambda I fois la matrice M puissance I, tout en convenant que la matrice puissance 0 est égale à l'identité de M, bien entendu. Par proposition, on voit que ce morphisme d'évaluation est bien un morphisme. On voit immédiatement que l'image de ce morphisme est isomorphe à l'anneau K de X des polynômes, quotienté par l'ensemble des polynômes K de X, quotienté par le noyau de ce morphisme. Et si K, le corps est réel, comme c'est l'objet de ce cours, alors R de X, on sait qu'il est principal, euclidien. Donc tout idéal est engendré par un seul élément. Donc que l'on va appeler mu de M, le polynôme minimal de M. Donc en fait, on trouve que l'image de ce morphisme est isomorphe à R de X, l'anneau des polynômes, à coefficient réel, quotienté par l'idéal engendré par le polynôme minimal mu de M. Pour trouver le degré de mu de M, c'est pas très dur. Il suffit de calculer le minimum des entiers P, tels que la famille de matrices identité M, etc., jusqu'à M puissance P, est liée. Pour cela, on rappelle deux propriétés essentielles. C'est que l'anneau des polynômes R de X possède, bien entendu, une division euclidienne. C'est-à-dire que si on se donne deux polynômes P et Q, on peut toujours trouver deux nouveaux polynômes B et R, qu'on appelle les diviseurs et restes de la division euclidienne de P par Q, tels que P égale BQ plus R, avec bien sûr le degré de R est strictement plus petit que le degré de Q. Puis la deuxième propriété fondamentale, c'est l'identité de Bezout. Si on se donne deux polynômes P et Q premiers entre eux, alors il existe deux autres polynômes U et V dans R de X, tels que PU plus QV égale 1, le polynôme 1, unité. De là, on en déduit le théorème du noyau,
que si on se donne M polynômes 2 à 2 premiers entre eux, eh ben, on a et M une matrice de Mn de K, on a la propriété fondamentale qui est que le noyau du produit de ces polynômes est égal à la somme directe du noyau de chacun de ces polynômes. Si, bien sûr, ils sont 2 à 2 premiers entre eux. De là, on définit un objet fondamental qui est que pour toute matrice M, si il existe un vecteur X de Rn et un scalaire lambda de R, tel que la matrice M par X est égale à lambda X, on dit que lambda est valeur propre de M pour le vecteur propre X relativement à M. Bien sûr, on prend des vecteurs X non nuls. Puis on arrive à définir ce que l'on appelle le polynôme caractéristique de M, que l'on note qui de M, de la variable X, qui est égal exactement au déterminant de X fois la matrice identité IN moins la matrice M. Donc, le polynôme caractéristique est de variable x est égal au déterminant de x et i moins m. Puis, on note le polynôme caractéristique de m, l'image du polynôme caractéristique de variable x par le morphisme d'évaluation en M. Ou dit autrement, ce polynôme que l'on obtient avec des variables x, toutes les variables x, on les transforme en M. Et on n'oublie pas que M puissance 0, c'est égal à l'identité. X puissance 0, c'est égal à M puissance 0, qui est égal à l'identité. Et de là vient le fameux théorème de Cayley-Hamilton, qui dit que, oh surprise, ce polynôme caractéristique qui de M, quand on le calcule, eh bien inévitablement, on tombe sur la matrice identiquement nulle. Il n'y a que des zéros. Donc, la matrice qui de M est égale exactement à la matrice nulle. Et ça, c'est une propriété fondamentale des matrices. On en déduit immédiatement un corollaire très utile. C'est que si on se donne une matrice M dans GLN de K, dans le groupe linéaire, et si on calcule le polynôme caractéristique de M en variable x qui est égal à x puissance n plus lambda indice n-1, x puissance n-1 plus etc. lambda 1, x puissance 1 plus lambda 0. Alors, on peut trouver que la matrice m-1, l'inverse de la matrice m, est exactement égale à moins 1 sur lambda 0 multiplié par la matrice m puissance n-1 plus lambda indice n-1 m puissance n-2 plus etc. plus lambda 2m plus lambda 1 identité de m. On définit une nouvelle notion maintenant. M est trigonalisable, est équivalent à ce qu'il existe une base E1, En, telle que pour tout P dans N, la matrice appliquée à l'espace vectoriel engendré par E1, EP est inclus dans l'espace vectoriel E1, EP. Une genre de stabilité des sous-espaces vectoriels, un fibré vectoriel. On en déduit le théorème suivant, que M est trigonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique en M est scindé,
si et seulement si le polynôme minimal de M est scindé. On arrive à une nouvelle définition fondamentale. On dit que M est diagonalisable si M est conjugué à une matrice diagonale. On arrive à la proposition suivante, que les racines du polynôme caractéristique sont exactement égales aux racines du polynôme minimal pour toute matrice M. Et aussi que M est diagonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique ou le polynôme minimal est scindé à racine simple. On en arrive à la définition que le spectre de M, d'une matrice M, c'est l'ensemble des valeurs propres de cette matrice. Et on appelle le sous-espace vectoriel E lambda de M, dans le cas où lambda est un élément du spectre, comme le noyau de M moins lambda identité. On en arrive à un théorème fondamental qui dit que M est diagonalisable si et seulement si N, la dimension des matrices, est égale exactement à la somme pour toutes les valeurs propres du spectre de M de la dimension des E lambda. On en arrive à la proposition très utile calculatoire suivante. Si on se donne deux matrices M et M' de GL du groupe linéaire, ayant la propriété fondamentale que c'est deux matrices communes, c'est-à-dire que MM' égale M'M, et bien alors on peut toujours trouver une matrice P dans GLN de R, telle que la transposée de PMP et la transposée de PM'P sont tous deux des matrices diagonales. Puis on en arrive au théorème fondamental calculatoire, qui est le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, qui dit que pour toute famille libre de vecteurs de Rn, V1, Vp, alors on peut construire algorithmiquement une famille orthonormale EI, tel que l'espace vectoriel engendré par les VI est exactement égal à l'espace vectoriel engendré par les EI. Ce qui est un outil de calcul extrêmement précieux. Puis on en arrive à un théorème calculatoire fondamental, en gros découvert par Carl Friedrich Gauss. C'est si on se donne une matrice dans le groupe linéaire, alors il existe P, une matrice de permutation. Il existe L, une matrice triangulaire inférieure à diagonale unité. Il existe U, une matrice triangulaire supérieure inversible, telle que P fois la matrice, PM égale LU. Quelle que soit la matrice M, on est toujours capable de trouver PLU, tel que PM égale LU. Puis maintenant, en coût algorithmique, on peut faire une estimation et un équivalent du nombre de calculs d'addition et de multiplication est de l'ordre de 1/3 de n cube. Et le nombre de divisions est un grand taux de n carré. Donc, bon, on fait un petit paquet de calculs, mais pas tant que ça. Donc, on en arrive au problème fondamental dans ce cours. C'est que si on se donne une matrice inversible, donc dans le groupe linéaire, et qu'on veut résoudre le problème mx égale y, avec x et y deux vecteurs. Bon.
Et ce qui arrive un nombre incalculable de fois en mathématiques. Et après, dans toutes les applications des maths. Souvent, on est ramené à l'étude, à un moment donné, d'une matrice fois un vecteur égale un vecteur. La matrice est donnée, mais x et y, on ne les connaît pas, ou on en connaît un des deux, ou on connaît y et on voudrait trouver x. Donc, comme la matrice est inversible, la première méthode, c'est d'y aller grossièrement. On calcule m-1, et puis évidemment, x égale m-1 fois y. Bon, problème résolu. Algébriquement, le problème, il n'y en a pas trop. Il suffit de calculer la matrice inverse, puis après, x égale m-1y, terminé. Algébriquement, pas de problème. Mais en revanche, quand on passe à l'application numérique, calculer la matrice inverse, surtout si la matrice est énorme à coût de milliards d'éléments, c'est trop coûteux. Donc c'est pour ça que, en fait, ce problème mx égale y, assez souvent, on le transforme en un autre problème, par équivalence. Donc, résoudre mx égale y, comme on a par le théorème précédent que pm égale lu, on en déduit que c'est équivalent à ce que pm de x égale p de y. Par équivalence, puisque p est une matrice de permutation, donc inversible. Ce qui est équivalent, si quand on transforme PM en LU et PY en Y', ce qui est équivalent maintenant au nouveau problème LU de X égale Y'. Et puis, on va transformer ce nouveau problème de LU de X égale Y' en un nouveau problème où on rajoute une nouvelle variable, z, telle que la première équation devient L de z égale y', et la deuxième équation devient U de x égale z. Et bien, si on sait résoudre ces deux équations, grâce à z, on en déduit qu'on a trouvé x. Et donc, on sait résoudre LU de x égale y', mais en remontant, on trouve le vecteur x tel que mx égale y. Ce qui peut être entièrement résolu par des algorithmes très rapides. Puis maintenant, on en arrive, bien sûr, comme dans tout bon espace vectoriel, on veut le munir d'un produit scalaire et d'une norme. Donc, on définit un nouvel objet, ce qu'on appelle ρ de m, le rayon spectral de m, qui est exactement égal à l'inf des nombres réels petits r strictement positifs, tels que pour toute valeur propre du spectre de m, valeur absolue de lambda est toujours majorée par r. On définit la norme matricielle associée à la norme vectorielle de Rn, qui est que la norme de m est égale au sup des normes de x égale à 1 de l'ensemble norme de m de x, qui est, je rappelle, un vecteur m de x. Donc en fait, on associe la norme matricielle à une norme vectorielle. On en déduit la proposition, c'est que cette norme matricielle est bien une norme sur l'espace des matrices. On en déduit aussi que ρ de m est toujours majoré par n'importe quelle norme de la matrice. Puis on arrive au théorème que le produit scalaire naturel des matrices, donc produit scalaire de m par m', est exactement égal à la trace
de la transposée de M' par M. On en déduit immédiatement que la norme qu'on va appeler de E au carré, qui est donc exactement égale au produit scalaire de M par M, est bien une norme matricielle. En revanche, elle est non subordonnée à une norme dans Rn. Puis on rappelle que tout espace vectoriel normé muni d'un produit scalaire vérifie l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire que la valeur absolue du produit scalaire de M par M' est toujours majorée par la norme de M fois la norme de M'.